passion. Ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Salut tout le monde, bienvenue au SOS Podcast en direct de la magnifique ville de Vancouver. Très heureux de vous retrouver avec mon chum Max Carabine. What's up? Qui est en ville depuis ce matin. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Toi Good. aussi? Mais ça va bien. Merci d'accepter de mettre la table pour l'UFC Vancouver avec moi. Je salue l'ami Johan Lennes là, qui est en vacances avec la famille. Je sais pas s'il va nous écouter. Ou s'il a complètement la tête ailleurs, mais repos bien mérité pour le White Lion. Puis je suis en très bonne compagnie avec Max là, pour prendre le relais. Excité de la carte de Vancouver, honnêtement, là, ça approche? Ah, absolument. Écoute, on est sur place, on est ailleurs, on est à l'étranger, on vient couvrir un événement avec 2 Québécois qui se battent, plusieurs Canadiens. On fait le SOS Podcast à distance. Je peux pas être plus excité. Parfait. OK, on va y aller rapidement, puis on va parler surtout des combats des Canadiens également, et bien sûr la finale, Reiner de Ridder, RDR comme on l'appelle, contre Brendan Allen, qui a accepté de remplacer Anthony Hernandez à 3 semaines d'avis. Commençons peut-être, Max, par la finale. RDR, qui est maintenant classé après à peine plus d'1 an à l'UFC, va déjà être à son 5e combat, gravit les échelons assez rapidement dans l'organisation et dans le top 5 maintenant là, quand même. S'il y en a qui avaient des doutes sur son talent lorsqu'il était chez ONE FC, double champion, puis qui se disait, bon, il n'a peut-être pas affronté les meilleurs combattants au monde, je pense qu'il prouve qu'il fait partie des meilleurs 185 livres de la planète. Là. Absolument. Il est arrivé à l'UFC un petit peu à l'image de Alex Pereira, le champion chez les 205 livres, dans le sens qu'on lui donne des gros match-ups en partant. Un Robert Whittaker, un Bo Nickel. Il s'est débarrassé de ces gars-là relativement aisément. Il a tout un style. Reiner de Ridder, c'est un bulldozer. Il va passer par-dessus la majorité de ses adversaires. Beaucoup d'expérience aussi, tu l'as mentionné, double champion à ONE FC, qui est quand même une organisation qui a du prestige. Fait que je suis pas surpris du succès que RDR connaît en ce moment. Puis c'est tout un colosse, hein. Je lui ai parlé hier. Honnêtement, c'est un gros 185 livres, un gros poids moyen. Brendan Allen me disait, je pense que je suis plus puissant que lui, mais que c'est clairement au niveau du gabarit. Ah, bon, ça veut pas tout dire, mais avantage RDR là-dessus. Un gars qui s'entraîne au Kill Cliff avec l'ami Marc-André Barriot aussi également, donc gros gymnase. Brendan Allen, ça fait longtemps qu'il est dans l'UFC, je pense que c'est son 15e combat, sauf erreur, peut-être même plus. Il est arrivé super jeune, il n'a même pas 30 ans. Quand il est arrivé, Brendan Allen, moi je pensais que c'était un futur champion, honnêtement. Je trouvais pas qu'il y avait énormément de failles. Techniquement, il est très très bon. Beaucoup de soumissions, 14, même nombre que Reiner de Ridder, qui est un spécialiste des soumissions. Plus de KO à sa fiche également. Le problème de Brendan Allen, je pense, dans ses derniers combats, c'est, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est peut-être la condition physique, le cardio, mais un problème de volonté aussi, on dirait. On dirait, contre Hernandez, il y a 2 combats, c'est un main event, 5 rounds. J'ai l'impression que rendu au 4e round, Brendan Allen, ça ne tentait plus d'être là. Je comprends, mais en même temps, c'est ce que Anthony Fluffy Hernandez fait à ses adversaires. Ça. Ouais, t'as raison. C'est son style, il va vraiment te drainer toute l'énergie possible puis finir la majorité de ses adversaires vers la fin du combat. Je comprends ce que tu veux dire avec Brendan Allen, ça y est arrivé à quelques reprises pas d'abandonner là, mais de sentir qu'il y a moins de jeu en fin de combat. Puis malheureusement pour lui, RDR, c'est ce genre de gars-là qui va te drainer beaucoup d'énergie, qui va faire de la pression non-stop. C'est-tu un 3 rounds ou un 5 rounds ou c'est short notice? Ouais. Ok, Non, c'est quand même un 5 rounds. Ouais. J'ai pas le choix de favoriser RDR dans ce combat-là. Il a l'air en pleine confiance. Allen aussi, c'est un gars confiant, mais c'est un gars qui, il y a 3 semaines, il l'a expliqué dans des entrevues aussi, il était sur le divan, il était comme en pause, là, il n'y avait pas de combat de prévu. Un petit peu en urgence, recommencer à s'entraîner, ça n'a pas été facile, mais bon. Oui, puis je sais pas si c'est dans une entrevue. Aussi, hein? Ouais, c'est de la job, ça aussi. Je sais pas si c'est dans une entrevue à toi ou quelqu'un d'autre que j'ai vu, mais Brendan Allen disait que la seule chose qu'il avait hâte en ce moment, c'est de retourner voir sa famille, justement. Fait que c'est comme s'il les avait jamais vraiment quittés un peu, comme t'expliques, accepte le combat short notice à contre-cœur un peu pour faire plaisir à l'UFC. C'est une grosse chance aussi pour Brendan Allen qui a perdu une couple de ses derniers fights. Ouais. Là, il a la chance. Il était sur 2 défaites, il a battu Vettori il y a quelques mois, mais tu sais, il avait besoin de cette victoire-là, honnêtement. C'est une grosse opportunité pour lui, fait qu'il pouvait pas se permettre de refuser. 100%. Il rentrerait dans le top 5 et tout ça.
un peu d'animosité entre les deux. Tu sais, c'est deux gars qui s'entraînent en Floride, au même gymnase, au Kill Cliff, mais jamais, on a l'impression qu'ils ne se sont jamais adressés à la parole. RDR dit, il n'a jamais voulu rouler avec moi ou faire du sparring avec moi. J'imagine qu'il savait que leur chemin allait peut-être se croiser un jour. Puis Brendan Allen, il dit, bon, c'est pas un gars qui... J'ai mon entourage au gym, lui, il faisait pas partie de ma gang, tout ça. Puis là, tu vois, ce camp-ci, Brendan Allen l'a fait avec Mike Val à Chicago, l'équipe de Belal Mohamed. Il n'est même pas allé au Kill Cliff pour pas croiser Reiner Derrida. Donc, tu sais, les deux, quand tu dis « Ah, vous vous connaissez au gym? C'est quoi votre relation? » Non, on se connaît pas. C'est comme c'est ça qu'ils disent. C'est plutôt froid. Oh, ouais, c'est particulier. Bref, comme tu dis, Derrida, lui, il pense que s'il réussit à finir Allen, c'est une chance au titre. Moi, je pense que le gagnant... Il ne faut pas oublier Fluffy Hernandez qui malheureusement s'est blessé, qui est sur une séquence de 8 victoires. Imavov est sur toute une séquence de 185 livres. Donc, qui obtient la prochaine chance au titre? Pour l'instant, Nassourdine, il est le meneur de la course. Là, c'est garanti. C'est malheureux pour RDR parce que si ça avait été Fluffy, son adversaire en fin de semaine, on aurait pu vraiment croire que le gagnant allait affronter Chimaev. Mais là, avec Brendan Allen qui accepte un combat short notice, RDR est mieux d'être très spectaculaire et expéditif ce samedi. OK. Demi-finale, c'est Kevin Holland contre Mike Malott. Mais avant de parler de Malott, le Canadien, je veux qu'on fasse nos Québécois. Il y en a deux sur la carte, Ayman Zahabi et Charles Jourdain. Zahabi est très haut sur la carte. Il y a le combat juste avant la demi-finale contre Marlon Chito Vera. Les combats se suivent et se ressemblent un petit peu pour Ayman Zahabi, dans le sens où il y avait une opportunité en or d'entrer dans le top 10 contre la légende Aldo à Montréal. Il a réussi à aller chercher la victoire. Il s'est fait un nom avec cette victoire-là aussi. Il faut rappeler les circonstances aussi. Là. Aldo qui rate le poids d'une dizaine de livres. Ayman qui est pas question qu'il refuse le combat quand même. Fait que... Puis le combat épique. Là, troisième round, peut-être le round de l'année avec Ayman qui se fait complètement... encaisse un soccer kick, ébranlé. Réussit à revenir, Aldo plus de jus, finit le round des 2 dans la minute sur son dos, à manger des coups de coude. C'était... on a vu les vidéos là, de Firas puis Georges Saint-Pierre qui étaient dans le coin de Ayman. C'était beau à voir, là, la foule qui s'est mise à scander Zahabi, puis là t'as vu que Firas, il s'est illuminé à cet instant-là, puis GSP qui crie après Ayman. Ayman, là, ça fait longtemps là, qu'il est là dans l'entourage du Tristar, puis qu'il a fait plusieurs camps d'entraînement avec GSP, fait que là c'est un peu son tour à lui. Puis effectivement, le plus gros combat de sa carrière, là, samedi contre Chito Vera. Le classé numéro 7, Marlon Vera, on peut le mettre dans la catégorie légende. Peut-être pas légende au même titre que José Aldo, mais c'est un bon vétéran, un combattant de renom, un gars qui donne toujours des guerres ultra populaires, énormément de victoires avant la limite, un combattant complet, beaucoup de bonus de performance aussi, donc un favori, vraiment un favori de la foule, un favori de l'UFC. À quel genre de combat tu t'attends, Vera et Ayman? Deux styles vraiment différents aussi. Là. Absolument. Marlon, on le sait, là, c'est le genre de gars qui va pas faire grand-chose dans les combats, mais qui réussit à aller chercher les moments forts, généralement, là, comme contre Rob Font, comme contre Dominic Cruz. Fait que c'est un peu à la Peter Yan, un gars qui commence lentement, qu'on dirait qu'il manque un petit peu d'intention, mais qui réussit tout le temps à trouver le bullseye. Ça est arrivé une couple de fois, c'est ça qui a vraiment fait sa popularité. Le knocké Frankie Edgar... on se a été le seul à battre Sean O'Malley avant Merab Dvalishvili. Fait que c'est un gars super excitant, mais c'est un gars qu'on sait jamais vraiment quelle version de Marlon Chito Vera on aura droit. Puis il est pas sur une super bonne lancée aussi, il me semble. 2 défaites de suite. Figueiredo, Corey Sandhagen. Il a perdu contre O'Malley dans le rematch. Il a perdu contre Sandhagen, il y a 4 combats. Donc il y a une victoire à ses 4 derniers. C'est ça. Il a perdu contre des gros noms. Ça fait longtemps qu'il s'est pas battu, ou 2024, il me semble. Il revient de blessure, exact. Il voulait prendre un temps d'arrêt. Puis quand il était pour revenir contre Mario Bautista, il s'est blessé aux côtes. Cet été. Donc lui, il sent la pression. Je lui ai parlé cette semaine aussi, Marlon Vera. Il dit, je pense que c'est un bon match-up. Il y a beaucoup de respect pour Ayman. Il a regardé le combat contre Aldo en direct. On se rappelle qu'Ayman avait challengé dans son entrevue Marlon Vera. Donc on lui donne son souhait exaucé. Puis quand il a vu ça, Chito, il dit j'ai pas trop de réaction parce que je suis un gars qui est assez terre à terre et tout ça, mais quand je me suis repensé à tout ça, ça fait du sens. Le gars, il est classé 9 maintenant, je suis classé 7. Il est sur 6 victoires consécutives, une des plus longues séquences de la division. Moi, j'ai perdu mes 2 derniers, je peux pas me permettre de dire non à des adversaires.
il sent que la pression est sur lui, Marlon Vera. Je comprends tout à fait. Autant Heyman, c'est toute une opportunité d'affronter Chito Vera, on l'a mentionné, un gars populaire qui s'est battu pour la ceinture. Autant c'est l'occasion à Chito de prouver à la planète UFC qu'il y a encore ce que ça prend pour être dans le top 10 puis compétitionner. Parce que s'il réussit à battre Eamon Zahabi chez lui au Canada, chapeau, honnêtement, là, parce que moi je favorise Heyman dans ce combat-là. L'aspect... parce qu'Heyman, c'est un combattant très cérébral, hein? Défensif. Très défensif. Ouais. Aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il se fait pas beaucoup toucher, là. C'est le tout, ça va comme tu disais, ça va vraiment être un jeu d'échecs. Là. tout le contraire de Chito Vera, C'est ça. qui mange des coups, qui a pas besoin de manger, mais qui va en redonner d'autres. Eamon Zahabi, lui, pas le plus spectaculaire. On se rappellera son combat contre José Aldo qui me fait mentir à l'instant, mais c'est ça. Ouais. T'sais, Mais en général, c'est ça. C'est un gars qui se fait pas trop le qui se fait pas fameux trop toucher. dicton, t'sais, dans le fond, l'offensive va vendre des billets, mais c'est la défensive qui gagne des championnats. Ouais. Puis c'est un petit peu l'état d'esprit d'Eamon Zahabi en ce moment. Fait qu'il va pas essayer de s'emporter avec un Chito Vera qui va vouloir, tu sais, je serais pas surpris de voir un Chito Vera parler dans la cage puis vouloir inciter Heyman à rentrer dans l'action, dans le feu. Mais Heyman a tellement d'expérience, est tellement intelligent que lui, il sait que ça prend la victoire à tout prix là aussi. Donc ça va être super intéressant. Autre immense combat pour Heyman qui, lui, voit poindre à l'horizon peut-être un combat de championnat. Parce que d'un côté, tu as Heyman qui continue de gagner, qui fait sa job, qui va avoir s'il gagne samedi, il va avoir 7 victoires consécutives. Puis de l'autre côté, tu as Merab Dvalishvili qui s'occupe de battre tous les gars classés devant Heyman. Fait que tu sais, à un moment donné, il n'y aura plus personne entre... Heyman va être le seul que Dvalishvili n'aura pas affronté. Absolument, parce qu'il commence déjà à avoir des rematchs en ce moment. C'est ça. Les combats de Merab, c'est rendu des deuxièmes combats maintenant. Des gars qu'il a déjà affrontés. Fait que absolument qu'avec une grosse victoire en fin de semaine, Eamon Zahabi, son nom est dans le chapeau, c'est sûr. On a déjà vu ça, là, des gars qui sont classés 6, 7, 8e puis qui se font appeler pour aller se battre pour la ceinture. Mais bon, ne soyons pas trop rapides. Faut quand même qu'il fasse le travail contre Chito Vera cette semaine. Charles Jourdain, retour pour lui aussi. Plus d'un an, presque un an d'absence. En fait, lui, c'était novembre 2024, son dernier combat. Il affronte Davy Grant, l'anglais. Super sympathique d'ailleurs. Combat de la soirée potentielle, ça c'est deux showman. ouais, absolument. C'est deux gars qui aiment la bagarre. C'est deux gars qui vont se laisser emporter dans un firefight, là, pardonnez-moi l'anglicisme. Contrairement justement à Heyman, beaucoup plus cérébral, beaucoup plus conscient, gros fight IQ. Charles puis Davy, c'est des gars qui ont été dans des grosses guerres au UFC. C'est des gars qui veulent donner un show. Davy, on le connaît un peu parce que il en est à une douzaine de combats au UFC à peu près. Charles en est déjà à 16-17. Ouais, là, c'est un vétéran. On connaît plus Charles, évidemment. Davy, c'est vraiment deux gars qui ont un style semblable. Beaucoup de KO sur les pieds, mais aussi beaucoup de soumissions. Pas des gars qui sont des super lutteurs. Fait que si ça se retrouve au sol... C'est ça, je pense pas que ça va se retrouver au sol. En tout cas, à moins d'un knockdown. Là, ou exact. Si ça se retrouve au sol, c'est parce qu'on a échangé beaucoup de patates. Je suis pas sûr que Davy Grant a le goût d'aller au sol avec Charles. On a vu ses guillotines dans ses derniers combats. Puis Charles l'inverse, a vraiment aimé, a vraiment amélioré ses soumissions. Absolument. Ah non, Charles est très dangereux au sol. Tu sais, les gars, on a l'impression qu'ils le sous-estiment parce que il a une réputation de striker, mais Charles a autant, sinon plus, de soumissions à l'UFC que de KO. Fait que, ouais, tout un combat. Je pense que Charles va avoir l'avantage au niveau du physique parce qu'il descend des 145 pour se battre chez les 135. Davy, tu les as vus les deux là, récemment, hier. Là, je pense que Charles a quand même un avantage au niveau de la portée. Vraiment, vraiment excitant. Écoute, la foule va capoter. Le Charles Jourdain, c'est un favori de la foule. Les deux, comme je disais, vont vouloir donner un show. Puis Jourdain qui est invaincu chez les bantamweight, il n'y a pas de doute qu'il va vouloir que ça reste ainsi. Là. Exact. Il a remporté 4 de ses 5 derniers combats quand même, Davy Grant. Puis sa seule défaite, décision partagée contre Daniel Marcos. Puis avant ça, il a perdu contre Chito Vera dont on parlait précédemment. Il n'est pas classé dans le top 15, mais je pense que c'est un gars qui mériterait d'être dans le top 15, honnêtement, avec ce qu'il a fait à l'UFC. Puis surtout, présentement, la séquence sur laquelle il se trouve, 2 victoires de suite, comme je le disais, 4 en 5. Charles, c'est le genre de gars que Charles doit battre pour s'il veut faire une run et lui rentrer dans le top 15 rapidement là, dans sa nouvelle catégorie de poids. Là.
Ah, absolument. Très, très hâte à ce combat-là. Gros vétéran, Davy Grant, 39 ans quand même, chez les 135 livres. Ça commence à être vieux. Charles, 29 ans. Fait que 10 ans de différence à ce niveau-là. Je pense que Charles va être plus rapide. Une meilleure game de coups de pied aussi. Il va essayer de garder ça à distance avec ses kicks. Puis si ça va au sol, c'est pas ce qui va déranger Jourdain non plus. Fait que je pense qu'on va avoir un bon combat, mais je pense que Charles va aller chercher une victoire, puis ça va être spectaculaire. Exact. Il est confiant, en tout cas, Charles, puis tu sais, le fait qu'il s'est pas battu pendant un an. Là, Il y a plein de facteurs qui il est vraiment allé... il voulait prendre du temps pour lui avec sa famille. Il a eu son bébé, Hector. Exact. Nouveau papa, là, on le sait, là, les combattants, on dirait qu'ils prennent tout le temps une coche de plus quand ils se battent avec des kids maintenant. Fait que j'ai très hâte de voir cette version-là de Charles. Puis travaille vraiment de près avec l'Institut de performance aussi à Vegas pour des plans de nutrition. Absolument. Puis changer son physique, vraiment devenir un combattant, un vrai poids coq, musculaire. Il y a pas grand. Sa coupe de poids, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de gras à perdre. Ouais. Ouais. Kevin Holland, Mike Malott, c'est notre demi-finale. Malott revient d'une immense performance contre Charles Radke à Montréal. Performance émotionnelle. On le sentait, là, il voulait défendre son pays contre le méchant américain. Il y a moins d'enjeux patriotiques cette semaine, même s'il affronte un Américain, mais Kevin Holland, lui, il est ailleurs. Là. Kevin Holland, écoute, faut en parler. Là, si vous n'avez pas vu ça, là, il a dit en entrevue à MMA Junkie cette semaine, il dit « Ouais, Malott, je le connais, là, mais je pensais pas que c'est lui que j'affrontais. Je pensais que j'allais affronter Jake Matthews. Puis là, je me suis rendu compte que c'était Malott. J'étais mêlé, je sais pas trop. » Quel sauté, ça, pareil. Ben, c'est bizarre, certes, mais il y a une équipe qui l'entoure quand même, tu sais. Ouais. J'espère au moins que son coach savait que c'était Mike Malott. Puis on le connaît, là, Big Mouth, là, qu'on l'appelle, là, Kevin Holland. Là, c'est un gars qui a pas la langue dans sa poche. Il a peut-être juste voulu nous dire ça pour provoquer les journalistes canadiens. Un peu comme Radke l'avait fait aussi. Tu sais, tu en as parlé, le Radke a tellement été langue sale avec Malott à Montréal que ça l'a vraiment comme pompé. Peut-être que Holland, il a un petit peu le même game plan, mais je sais pas s'il a vu le résultat contre Radke, mais ça avait pas super bien été pour l'Américain. Encore une fois, Malott, pour moi, Mike Malott, c'est celui qui représente le plus le Canada dans l'UFC. C'est comme Monsieur Canada au UFC. Puis là, affronte encore un Américain chez lui. Ça devrait être encore une grande performance. On est en demi-finale en plus. Ah ouais. Ah non, il va être galvanisé. Parce que Malott, lui, ça va bien. De sa carrière, il y a 2 défaites à l'UFC. 1 ou 2 défaites à l'UFC, je vais aller voir. Je sais qu'il a perdu contre Neil Magny. Oui, exact. Tu sais, parce que là, dans le fond... Pas mal sûr que c'est sa seule défaite. Il est 5-1 à l'UFC, exactement. L'enjeu de ce combat-là, c'est une place dans le top 15. Holland, à 170 livres, Holland est classé 15e. Donc, tu rentres dans les classements avec une victoire. Puis, c'est ça, il y a un an, en janvier 2024, c'est un peu le même scénario pour Malott. Sur la carte à Toronto, on lui donne un gars classé 13e. On lui dit, bon, si tu veux gravir les échelons, ben lève-là ta chance. Combat qui se passe super bien, domination de Malott dans les 2 premiers rounds, manque de jus dans le 3e. Puis le bon vieux Neil Magny, on l'a vu faire ça souvent. Là. Il l'a même fait à son dernier combat contre Matthews, justement. Exact. Où ils ont pensé qu'il était mort, puis il renaît de ses cendres au 3e round pour aller chercher une victoire. Il a fait exactement la même chose avec Mike Malott il y a 2 ans. Donc, beaucoup de leçons apprises pour Malott dans ce combat-là. Tout à fait. Tu sais, plus tu montes... Il n'y a pas de mauvais combattants à l'UFC, mais plus tu montes, meilleurs ils sont. T'sais. Holland, il gagne beaucoup de combats, il en perd beaucoup également. C'est un gars, des fois, on a l'impression qu'il fait juste son 5e combat cette année. On se demande à quel point il prend ça au sérieux. On peut pas nier son talent. Là. Il a perdu surtout contre des gros noms à l'UFC. Ouais. Non, le Shimaev, Derrider, puis des gars comme ça. C'est vrai. Non, mais le gars a beaucoup de talent, mais selon moi, Neil Magny est un plus gros test que Kevin Holland pour Mike Malott. Puis c'était un test qui passait haut la main jusqu'à temps qu'il arrive le revirement de situation, que c'est Neil Magny. C'est ça qu'il fait. Kevin Holland a pas la résilience de Neil Magny. Au contraire, c'est plus un gars qui va se décourager si le combat va pas en sa faveur. On l'a vu perdre un combat... Son dernier combat, c'était pas sa mère contre Daniel Rodriguez. Non, c'était pas chic. Vraiment pas sa mère. C'était divertissant parce que les 2 gars, ils se sont échangés des grosses patates, mais c'était pas chic. Puis c'est un combat qu'il a perdu. Puis Daniel Rodriguez a pas autant de talent qu'un Mike Malott, selon moi. Okay. Je pense que Mike va être capable de se débarrasser de Kevin Holland. Je regarde les défaites. T'sais, lui, c'est un gars, Holland, qui voyage entre les
mi-moyens puis les moyens. Mais tu sais, là, c'est à 170 livres. À 170 livres, c'est un gars qui a perdu contre Jack Della Maddalena. Ouais. Une décision partagée. Il a perdu contre Venom Page. Il a perdu contre Stephen Thompson, Wonderboy également. Ouais. Donc, ses défaites, c'est contre des gros noms quand même. C'est vrai. C'est un bon... C'est un gatekeeper. Oui, absolument. C'est un gatekeeper. Absolument. Malade, c'est là qu'on va savoir s'il peut accéder à l'élite ou lui, s'il va rester dans C'est sa deuxième chance, comme tu le disais, puis je pense que cette fois-ci, il va la passer. Ah, ben intéressant parce que, en tout cas, si vous voulez aller écouter les entrevues que j'ai faites, c'est disponible sur la page YouTube de TVA Sport. J'ai parlé avec tous ces gens-là. Donc, Kevin Harlan, qui lui est un... c'est ça. Il s'engage pas. Je lui ai demandé pourquoi tu aimes ça de battre autant. Il dit pour l'argent. 5 combats en 2025. C'est son 5e. Il voudrait en avoir un autre d'ici la fin d'année, donc un 6e. Il dit en 2020, l'année prochaine, je vais prendre ça relax, mais en 2027, je vise 8 combats. Aïe. C'est que tu racontes, tu sais. Anyways. Ah ouais, c'en est tout un, c'est Kevin Harlan. Mais je suis bien content de pouvoir le voir en action. Là. C'est un gars qui est un peu à l'image de Chito Vera, qui est devenu super populaire là, parce qu'il a du style, puis il a pas la langue dans sa poche. Manon Fiorot, Jasmine Jasdevicius, je pense que c'est le combat que j'ai le plus hâte de voir, avec le plus d'implication aussi. Ah, absolument. C'est les deux combattantes qui sont les mieux classés de toute la carte. T'as raison, c'est vrai. Manon, 2e. Jasmine, 5e dans la catégorie des 125 livres, des poids mouches féminins. Pour Manon, on l'a vu en combat de championnat contre Shevchenko. Elle a tout à perdre, en fait, dans ce combat-là, en affrontant... Je dis pas que Jasmine n'a pas d'affaires là, mais tu sais, elle est classée 5e et tout ça, mais si Manon perd, elle, c'est une bonne dégringolade quand même. Là. Donc, combat ultra important pour les deux, mais Manon, elle a plus à perdre. Oui, c'est malheureusement le sort qui est réservé aux gens un petit peu comme Manon, comme Belal, les champions qui sont pas super populaires, comme Ankalaev. La seconde qu'ils vont perdre leur titre ou leur chance au titre, ça prend pas long que l'UFC va les relayer vers la fin de la division, tu sais. Malheureusement, elle s'est battue littéralement pour la ceinture en mai à Montréal, Manon Fiorot, puis avec une défaite en fin de semaine après vraiment pick and drop, pick and débarque, comme on dit en bon québécois. Fait que t'as raison, beaucoup de pression sur Manon Fiorot, alors que Jasmine, elle, continue de se faire donner des combats au Canada, continue de se faire donner des gros noms, elle qui a affronté Jessica Andrade à son dernier combat. Donc franchement, tout à perdre pour Manon, puis rien à perdre pour Jasmine quasiment. Là. Presque rien à perdre. Parce que si elle perd, c'est sûr que c'est jamais bon d'avoir une défaite lorsqu'on s'approche du sommet, mais tu sais, beaucoup à gagner en fait, parce que là, si elle se paye la numéro 2, c'est soit une chance au titre, la gagnante de Weili Zhang contre Valentina Shevchenko, ou soit un rematch contre Natalia Silva, qui elle est sur toute une séquence aussi de victoires, je pense 8 ou 9. Qui a déjà battu Jasmine il y a un certain temps. Bref, c'est énorme ce qui pourrait arriver à Jasdevicius. Vraiment. C'est un choc de style, ça aussi. Je sais que c'est souvent plus compliqué que ça. On peut pas simplifier ça à striker contre lutteur. Mais Jasmine, grosse lutteuse, c'est ça sa spécialité. Alors que Manon Fiorot, spécialiste du karaté. Est-ce que tu t'attends à ce que chacune des deux tente d'imposer justement son style? Absolument, les deux gagneraient à faire ça. Manon a l'avantage sur les pieds face à Jasmine. Fait que si Manon est capable de garder ça sur les pieds pendant 3 rounds, je pense qu'elle va un petit peu s'assurer la victoire. Elle qui a vraiment un pied-point beaucoup plus développé que celui de Jasmine qui a appris le sport sur le tard. Là. Manon aussi, tu sais, c'est pas une fille qui fait des arts martiaux depuis qu'elle est tout jeune, quoiqu'elle a commencé le judo relativement jeune, tu sais. Mais c'est deux filles qui ont eu leur prime, tu sais, dans fin vingtaine, début trentaine à peu près. À ce niveau-là, ils se ressemblent beaucoup. Il y en a pas une qui a vraiment plus d'expérience que l'autre. Même que Jasmine a plus de combats pro que Manon. Manon s'est battue pour la ceinture contre Valentina, sauf. Puis on dit souvent que quand tu te bats pour la ceinture, ben ton combat suivant, t'es une coupe de coche meilleure. Là. Elle a goûté à peut-être la meilleure combattante de tous les temps en Valentina Shevchenko. Fait qu'elle a goûté au haut niveau. C'est pas un niveau que Jasmine a, malheureusement. Les forces de Jasmine, c'est, oui, le corps à corps, mais Manon Fiorot, c'est aussi une grosse 125 livres qui peut être très physique. Certes, sa force, c'est le pied-point, mais comme je te disais, elle a un petit background de judo. C'est une combattante qui est quand même forte physiquement aussi. Les gars du Tristar, là, ont pu nous le dire récemment. Jasmine, elle, c'est son cœur, c'est son acharnement, c'est le fait qu'elle va se battre devant les Sion Canada. Ça, c'est tous des avantages pour elle. Ouais. Mais niveau talent, j'ai pas le choix d'avantager la Française. Mais tu vois, on n'arrête pas de dire ça. Moi aussi, Jasmine, à chaque fois que quand je regarde ça, je me dis, bon,
ça va être difficile. À un moment donné, elle va frapper son mur, tu sais, parce que justement, on n'a pas l'impression qu'elle a au niveau de talent ce qu'il faut. Puis elle nous fait toujours mentir. Fait que c'est difficile pour moi de gager contre Jasmine Jasdevicius parce qu'à chaque fois, je me dis, moi je pensais contre Andrade, ça allait être difficile. Elle passe au travers en même pas 3 minutes. Honnêtement, ça m'intrigue énormément. Je pense qu'il faut arrêter de douter de Jasmine. Elle a cette petite motivation supplémentaire du fait que Manon s'entraîne à Montréal au Tristar. Puis ça lui a vraiment fait mal de voir que ses amis du Tristar, ses compagnons canadiens, ont accepté d'aider son adversaire. Honnêtement, elle m'a dit en entrevue, j'ai jamais besoin de motivation supplémentaire dans mes combats, mais celle-là, j'en ai une. Cette fois-ci, j'en ai une. Elle comprend pas pourquoi ils ont accepté ça. Elle le prend vraiment personnel. C'est bizarre. Ben, c'est bizarre. C'est sa vision des choses. Alors que du côté de Manon, ben, elle est venue à Montréal vraiment pour changer les choses. Elle dit, après ma défaite ça a vraiment été très, très dur pour elle, sa défaite contre Valentina. Elle n'a pas regardé le combat encore depuis. Ah ouais. Elle a dit, dans ma tête, j'ai rien fait de bon dans ce combat-là. Elle était découragée, beaucoup de remises en question. Quand elle a fait ses bagages, elle a dit, je change d'air, je m'en vais au Tristar. Elle a trouvé de meilleurs partenaires d'entraînement, surtout plus nombreux. De son poids, homme ou femme au Tristar, il y a plus de combattants qui peuvent l'aider. Ben oui. J'imagine qu'elle a beaucoup travaillé son jeu au sol aussi au Tristar. On est fort en jiu-jitsu, en lutte. Ouais. Fait que elle a l'air motivée du fait d'avoir une nouvelle équipe un petit peu autour d'elle. Ben tu vois, Très intriguée. c'est deux choses qui, selon moi, vont pas avantager les filles. Là. On parle tu me dis que Manon a pas regardé son combat contre Valentina, genre, elle devrait être fière de la performance qu'elle a faite contre Valentina. On était sur place. C'est ça que je lui ai dit. J'ai dit, il y avait quand même des points. Moi, je trouve justement au corps à corps et tout ça. Je m'attendais à ce que Valentina le mène vraiment en lutte. J'ai trouvé que Manon a eu des bons moments au niveau de la lutte. Puis elle a dit non, j'ai pas. Fait que ça, tu vois, il faut que tu profites du fait de t'être battu contre un champion et être fier. Mais si elle a pas encore, en tout cas ça, j'ai l'impression que ça pourrait l'honorer. Puis tu parles de Jasmine qui a peut-être une petite rancune parce qu'elle s'entraîne au Tristar. Pas l'impression que c'est une bonne source de motivation, ça non plus. Elle le dit elle-même qu'elle a jamais besoin d'une source de motivation supplémentaire. Puis là, elle va se mettre cette petite pression-là. Ça peut aller en sa faveur, mais ça pourrait aussi aller en sa défaveur. Fait que il y a plusieurs couches à ce combat-là. Ouais, non, exact, c'est ça. Ça va être très intéressant, ça, c'est sûr. Nelson Frivola, Carl Nelson de retour après lui aussi 18 mois d'absence contre Matt Frivola. L'histoire de ce combat-là, c'est Nelson qui passe chez les poids légers. Avait raté le poids à son dernier combat. Donc, hâte de voir s'il va être capable de tirer. Ouais. C'est un bon vétéran. Il était sur une bonne séquence avant de perdre. Puis même son dernier combat, il a perdu. Puis ça, c'est lui qui me l'a rappelé quand je lui ai parlé. Il dit, tu sais, je considère pas ça comme une défaite contre Steve Garcia parce qu'il y a eu des coups illégaux derrière la tête. Et puis, l'arbitre a fait une mauvaise job. Ouais. Dans sa tête à lui, il a même pas perdu ce combat-là. Fait que, il pourrait être sur une séquence de 4 victoires. Ah ben, je suis désolé d'y apprendre ça, mais c'est une défaite à sa fiche. Ouais, exact. Non, c'est ça. Puis Steve Garcia, il avait roulé dessus, là. Puis ça va... Il a le droit à son opinion, Carl Nelson, puis je la respecte, mais je veux dire, dans le feu de l'action, tu t'es fait pincer, ça se peut que le gars, il t'en passe 2-3 comme ça arrive, là, tu sais, c'est pas... on se rappellera, mettons, pas de côté contre Alessio Sakara, là, il y a une couple d'années au Centre Bell. Ça, c'était flagrant, là, comme coup illégaux. Mais sa défaite contre Garcia, pour moi, tu peux pas mettre ça comme excuse, mais bref. Il faut tout le temps qu'ils trouvent une façon de... Ben, c'est ça. C'est les gars dans leur tête, ça exact. leur prend une façon c'est ça. Fait que c'est bien correct. C'est deux gars qui reviennent de KO assez violents, là, en Frivola puis Nelson. Frivola, si je me trompe pas, a déjà goûté au top 15 des lightweight, là, brièvement, suite à sa victoire face à Joe Dober. Puis encaissé des défaites là, face à Benoît Saint-Denis puis à Fares Ziam dernièrement. Nelson, c'est un bon cogneur. Fait que pas impossible qu'il puisse se débarrasser d'un Matt Frivola. Mais ça, c'est vraiment un toss-up, là, comme on dit. Là, ça pourrait aller d'un côté comme de l'autre. Ça aussi, on parlait de Grant Jourdain, potentiel combat de la soirée. Ça aussi, c'est deux gars qui sont capables de bagner. Oui, tout comme le prochain Canadien, j'imagine qu'on s'apprête à parler. Ben, exact. Purple exact. Deux strikers. Contre Dober. Ouais. Il va-tu l'avoir sa première victoire à l'UFC? Ah, mon Dieu, on y souhaite. On y souhaite. Hein. Quel charmant jeune homme qu'on a eu la chance de côtoyer là, à plusieurs reprises quand il s'est battu au Québec pour Samouraï MMA. En fait, je pense qu'il s'est battu une fois pour Samouraï, ou deux. Mais on était censé se battre là, contre Michael Dufort, on s'en souviendra. Finalement, short notice, 3 jours d'avis, deuxième chance à l'UFC. Il se fait passer dessus par Benoît Saint-Denis, on s'en attendait tous. Là, un petit peu plus de chance de gagner face à un Joe Dober qui
on le sait, est un immense cogneur, Drew Dober, mais est un petit peu sur la pente descendante dans sa carrière. Un gars qui a affronté les meilleurs. Là. Olivier Aubin-Mercier s'est fait found là, par Jean Silva aussi dernièrement, là, Drew Dober. Fait que Purple Lake va pas arriver avec quelque chose qui va le surprendre, c'est sûr, mais son menton commence à être de plus en plus faible à Dober. Purple Lake, c'est pas le gars qui frappe le plus fort, mais c'est un striker excessivement précis. Je pense que le début du combat va être à l'avantage du Canadien. Pis si Dober réussit à tempérer les attaques du Canadien, je pense qu'il va peut-être prendre le dessus au 2 puis 3e round. Large favori au cote, là, au cote de Paris. Là, Joe Dober, là, il est comme plus 500. Là, genre, okay. Il est en tout cas, Purple Lake est 5 contre 1. Je suis pas un grand parieur, là, mais je sais que Joe Dober est très largement favori. Ce qui devrait pas être le cas. Il devrait être favori selon moi, mais c'est un petit peu plus serré que ce que les odds disent. J'ai pas le choix d'avancer Drew Dober, mais j'ai un soft spot pour Carl Purple Lake quand même. Fait c'est parce que c'est ça. Moi aussi, sur papier, là, je regarde sa fiche, puis j'étais un peu surpris à Dober, parce que dans ma tête, je savais qu'il avait perdu ses derniers combats. Là, je savais que dernièrement, ça allait moins bien, mais dans ma tête, avant ça, ça allait bien. Mais non, c'est 3 défaites de suite, 4 défaites à ses 5 derniers, perdu contre Frivola, justement. Depuis 2022, là, il a gagné une fois. Puis il est favori à 5 contre 1. Je suis d'accord avec toi que c'est un peu Purple Lake, parce que c'est un gars qui est sa 2e séjour à l'UFC. S'il gagne pas celui-là, il va être 0-4 en 2 séjours. Je sais pas. C'est peut-être sa seule chance, honnêtement. C'est la dernière vraie chance de gagner un combat dans la grande organisation. Puis au moins, cette fois-ci, il a la chance d'affronter un striker. C'est son genre de combat, là, à Purple Lake. Quoique, il avait affronté Mick Dufort, qui est un des meilleurs grapplers au Canada, puis il s'en était quand même bien sorti. Et Mick avait pas voulu grappler avec lui, tu sais. C'est vrai. Il s'était laissé embarquer dans une guerre debout, il voulait donner un spectacle, tout ça. Il y avait pas un bon plan de match, ou en tout cas, il avait laissé le plan de match à l'entrée de la cage. Cette fois-là. Je pense que peut-être pas 9 fois sur 10, là, mais je pense que Mick Dufort, qui a perdu une décision serrée contre Purple Lake, est capable de battre ce gars-là, tu sais. Absolument. Donc, pas pour dire que Purple Lake, c'est pas un bon combattant, mais tu sais, c'est ça. S'il gagne pas cette semaine contre un Drew Dober affecté, qui a le menton suspect, à ce stade de sa carrière, je sais pas s'il va avoir vraiment d'autres chances. Mais bref, on lui souhaite. Absolument. Mais c'est la même chose pour Dober, hein. C'est un petit peu, c'est peut-être le champ du signe pour lui aussi. Peut-être qu'il joue sa carrière, t'as raison. Yes. Il y a une autre Canadienne, je la connais pas du tout. Melissa Crowden, c'est ça? Crowden, début à l'UFC. Je lisais un petit peu sur elle cette semaine. C'est une fille qui a pas beaucoup d'expérience, mais ses 6 victoires, c'est par soumission. Juste des étranglements, sauf erreur. Donc, c'est une fille qui, je pense que si ça va... Non, c'est pas vrai. 5 KO, une soumission. En tout cas, bref, ces 6 victoires sont avant la limite. J'ai jamais vu les cartes des juges dans ces victoires. Donc, hâte de voir qu'est-ce qu'il y a là dans le ventre. Une fille qui s'est battue à LFA. Et elle affronte Tainara Lisboa, qui est une Brésilienne. Premier combat de la soirée. Ici, à Vancouver. Non, je connais pas beaucoup Melissa Crowden non plus, mais écoute, là, si on regarde sur papier, même son adversaire, la Brésilienne, en 10 combats, il y en a seulement 2 qui ont fait la limite. Fait que c'est 2 filles qui vont généralement pas souvent voir la fin du combat. Ils vont pas souvent voir la carte des juges. On peut souhaiter que ça va être le cas samedi puis que ça va commencer la soirée en beauté. Exact. Ça fait pas mal le tour de cette carte. Honnêtement, une belle carte là, pour un Fight Night comme ça au Canada. Là, je me suis pas déplacé jusqu'ici parce que c'était une petite carte là, que je serais permis de regarder chez nous. Charles Jourdain en action, toujours un must. Gros combat pour Ayman Zahabi. Puis c'est toujours le fun de voir Mike Malott puis Jasmine Jesus-Devicius. Fait que, effectivement, on est gâtés en fin de semaine à Vancouver. Seule déception, j'étais vraiment excité par Fluffy Hernandez contre Reynard de Raider. Allen, il m'a déçu dernièrement. T'en parleras pas de côté. Quand on parlait d'Allen, moi je disais ce gars-là, c'est un futur champion. Je le voyais vraiment haut. Puis il a perdu des plumes à mes yeux, mais s'il devait sortir, je pense que c'est un gars qui a énormément de talent, c'est ça la fois. S'il est capable de tout mettre en place, ça va être intéressant. Mais Fluffy était sur 8 victoires de suite. Aïe, ça, quand j'ai vu le match-up au départ, j'étais comme ça, c'est une vraie finale. Puis on est chanceux. Ça a perdu un petit peu avec Allen, mais bon, on se rattrape avec tous les Canadiens. Tout à fait. Puis écoute, tu m'avais dit que c'est Cheeto contre Heyman ou Manon contre Jasmine. Il y a 2-3 combats que tu aurais pu mettre en finale. T'as raison. Fait que ça vaut la peine. Ça fait le tour. Merci énormément. Et ratez pas le gala sur les ondes de TVA Sport cette fin de semaine. 16h30 samedi, on est en ondes pour une émission d'avant-gala.
La carte commence à 17h, heure du Québec. Nous, on est ici. On va faire des entrevues. On va continuer notre couverture complète. Max, merci énormément. Yes, sir. Merci, bon Ben. gala samedi. Merci course. d'avoir remplacé Johan à pied levé. Et là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast. À bientôt tout le monde. Ciao. SOS Podcast!